Merci beaucoup. Alors, je vais très rapidement essayer de revenir sur certains points. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, commencer par questionner la formulation de votre question. Une bonne alimentation, c'est celle qui nous dicte le Nutri-Score. Je voudrais d'emblée dire que le Nutri-Score ne dicte rien. C'est un système d'information nutritionnelle qui est là pour fournir une information simple, intuitive, compréhensible par tous et qui permet aux consommateurs, dans le bref temps de l'achat alimentaire, de juger de la qualité nutritionnelle globale d'un aliment et surtout de pouvoir comparer la qualité nutritionnelle de cet aliment par rapport à d'autres aliments qui soient comparables en termes d'usage et d'utilisation. Donc en fait, il n'y a absolument pas d'imposition. Le Nutri-Score, c'est quelque chose qui est utilisé par le consommateur s'il le souhaite. C'est-à-dire ça lui permet de faire un choix éclairé en introduisant la dimension nutritionnelle dans son acte d'achat, à condition qu'il le souhaite. Donc, je voulais d'abord rappeler cela, et je voulais également rappeler, vous avez la gentillesse de me donner la paternité du Nutri-Score. Alors, c'est une paternité multiple. Nutri-Score, c'est pas un chercheur qui est dans un coin sur un bout de papier avec un crayon, un coin de table, a élaboré un algorithme. C'est issu de la science. C'est pour ça que c'est une paternité multiple. C'est issu de travaux scientifiques qui ont été qui ont justifié à la fois le choix des éléments qui rentrent dans le calcul du Nutri-Score et qui ont permis de valider son intérêt et son efficacité. Il y a plus de 60 publications scientifiques dans des revues internationales extrêmement importantes qui montrent l'intérêt de l'algorithme du Nutri-Score, c'est-à-dire les éléments qu'on rentre dans cet algorithme, qui sont ceux d'ailleurs qui sont placés sur le tableau sur la face arrière des emballages des aliments, qui est un tableau incompréhensible, souvent illisible et peu utilisé par les consommateurs. Là, on récupère ces données et on les transforme donc sous une forme synthétique, globale, accessible à tous. C'est également une validation de son efficacité et de très nombreuses études épidémiologiques réalisées maintenant dans une vingtaine de pays ont permis de montrer que manger des aliments qui sont bien classés sur l'échelle de Nutri-Score s'accompagne d'un moindre risque de certaines maladies. Donc il y a des grandes cohortes sur plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de sujets, suivis pendant de très nombreuses années, qui ont vraiment montré le bénéfice et l'intérêt de la consommation d'aliments qui sont mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score. Mais bien sûr, le Nutri-Score, il doit être compris comme quelque chose qui fonctionne en valeur relative. Et c'est toute la difficulté parfois de comprendre. On ne s'adresse pas à l'alimentation, on s'adresse aux aliments. C'est-à-dire, ça ne dit pas qu'un aliment est sain ou malsain, ça dit qu'un aliment a une meilleure ou une moins bonne qualité nutritionnelle qu'un autre, et que le fait donc de l'intégrer comme alternative dans son alimentation apporte un certain bénéfice. Le Nutri-Score n'impose donc rien et n'impose surtout pas, ce qu'on entend parfois dans un discours quand on souhaite un peu discréditer le Nutri-Score, le fait qu'il faut bannir les aliments qui sont classés D ou E et ne consommer que des aliments qui sont classés A ou B. Le Nutri-Score rappelle simplement qu'un produit classé D ou E peut faire partie de l'alimentation équilibrée sans aucun problème, à condition qu'il soit consommé pas trop fréquemment et pas en trop grande quantité. Ça vient simplement compléter les recommandations nutritionnelles. Alors peut-être le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que le Nutri-Score, c'est basé sur la science. La science, ça évolue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un nouveau Nutri-Score qui a été mis à jour par un comité scientifique international pour prendre en considération les progrès de la science, tenir compte de l'évolution du marché et également corriger certaines imperfections qu'on a pu noter avec le recul. Mais même s'il évolue, même s'il s'améliore, il ne faut pas attendre du Nutri-Score plus que ce qu'il ne peut donner. C'est un outil d'aide au choix alimentaire. Ça ne va pas solutionner à lui seul tous les problèmes. Bien évidemment, il ne reflète pas la valeur santé des aliments. Il y a beaucoup d'autres dimensions qui ne rentrent pas dans le choix d'un logo nutritionnel. C'est vrai pour le Nutri-Score, c'est vrai pour tous les autres logos nutritionnels qui existent dans le monde. Ça n'intègre pas l'ultra-transformation, ni les résidus de pesticides, ni les produits liés à l'emballage. Donc, bien évidemment, ça a ses limites. Mais même si le Nutri-Score a ses limites, il y a, comme je vous l'ai rappelé, beaucoup d'intérêt, puisque le simple fait de s'orienter vers des aliments mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score contribue à améliorer donc, à la fois les apports nutritionnels, ce qui peut être
objectivé quand on prend des marqueurs biologiques et surtout un moindre risque de maladie aussi importante que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, l'hypertension. Donc on est là avec un outil simple qui peut réellement contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation et donc réduire le risque de maladie. Et donc juste pour conclure, je sors d'une autre controverse sur le prix où le dernier mot, où les 3 personnes qui étaient sur l'estrade étaient la transparence. Eh bien, Nutri-Score, c'est un outil de transparence qui permet aux consommateurs d'avoir accès à une information validée par la science et qui lui permet réellement d'orienter ses choix. C'est un droit des consommateurs et c'est un devoir des industriels de le fournir. Serge Ekberg, merci pour cette présentation et cette argumentation. Jean-Paul Tauris, c'est à vous. Alors, j'ai quelques aides visuelles, je ne sais pas si on les voit. Professeur, je voulais vous dire que je suis premièrement très honoré d'être à vos côtés et deuxièmement que je ne vais pas contredire les attendus du Nutri-Score. Personne ne peut nier les liens entre l'alimentation et la santé. Personne ne peut nier que nous avons à faire face. Vous voyez, à titre personnel, j'accompagne un projet de recherche scientifique sur la santé du microbiote. Donc, je suis très bien placé dans ce que j'aperçois des recherches actuelles pour comprendre la liaison entre l'alimentation et la santé. Et le Nutri-Score, ça part de cette nécessité. Et ici, à l'Open Agri-Food, nous soutenons l'éducation à l'alimentation dès l'école. Parce que bien manger, c'est comme tout, ça s'apprend. Et donc, le Nutri-Score part d'une excellente intention qui est doté les consommateurs d'un outil de lecture de ce qui est meilleur nutritionnellement qu'autre chose, avec aussi tout ce que ça ne couvre pas encore. Voilà pourquoi moi j'ai intitulé, je pense que c'est le bon titre, hein, je ne suis pas contre le Nutri-Score, mais je suis pour une évolution du Nutri-Score. Alors je m'explique. Le Nutri-Score, vous l'avez dit vous-même, va connaître un nouvel algorithme, donc il est évolutif. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il continue à évoluer. Si le Nutri-Score avait été un outil immédiatement, unanimement admis par la communauté scientifique et tous les États d'Europe, nous sommes, je le rappelle, dans l'Union européenne, libre circulation des marchandises et des biens, donc des biens alimentaires aussi. Or, nous voyons bien que le Nutri-Score, qui est soutenu fortement par certains pays, est fortement contesté, voire rejeté par d'autres. J'ai lu attentivement les conclusions de l'Italie par rapport à l'adoption du Nutri-Score. Et je dois dire que l'un des principaux arguments de l'Italie pour contester son utilisation en Italie, c'est l'usage des consommateurs. Et je pense que vous avez l'habitude et nous pensons que l'usage des consommateurs, c'est une portion. Que vous dites, ça compare la valeur relative des aliments les uns par rapport aux autres. Mais on ne mange pas 100 grammes de tout. Donc, je planchais devant une commission de l'Assemblée nationale sur le sujet, et il y a quelqu'un qui a failli m'embrasser. C'était le représentant de la Fédération du miel. Parce que j'ai dit, on ne compare pas 100 grammes de miel avec 100 grammes de yaourt écrémé. Parce que le pot de yaourt, c'est 125 grammes. Donc moi, quand je consomme, je vais manger 125 grammes. Et quand je vais manger du miel, je vais en manger en quantité raisonnable, la portion. Donc c'est vrai que la principale critique de nos amis italiens, c'est de dire, comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire une portion de ce qu'on mange vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'on ne mange pas 100 grammes de beurre, on ne boit pas un verre d'huile, mais par contre, on mange des portions raisonnables. Vous voyez, moi, mon métier, c'est le fromage. On aide les consommateurs sur la portion. On a beaucoup de produits préportionnés. C'est 18 grammes, c'est 25 grammes. Voilà ce qu'on propose aux consommateurs. Il y a même un produit qu'on préportionne à 15 grammes et qui ne contient pas plus, cher professeur, de matière grasse qu'un yaourt. Donc, la première chose, c'est ça. Je pense qu'on gagnerait à continuer à informer les gens sur la portion de ce qu'ils mangent. La deuxième chose, c'est que peut-être,
et vous le prouvez avec l'évolution de l'algorithme, le Nutri-Score original a été basé trop sur des points négatifs. C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui... Évidemment, il y a des choses qui sont pas formidablement bonnes sur le plan nutritionnel, mais on mange pas seulement pour éviter ce qui ne vous fait pas du bien, mais on mange aussi pour se faire du bien. Alors, si vous me permettez, c'est surtout ça. Et là, je dis, parce que je sais que vous n'aimez pas les lobbies d'industriels, alors j'ai choisi un lobby... Je me permets de vous préciser un petit peu. Je choisis un lobby qui est peu favorable aux industriels, qui sait que choisir. Voilà ce qu'il dit sur le lait, dans leur récent guide qui vient de publier sur la santé. Le lait est un aliment essentiel, par la qualité de ses protéines, ses vitamines et ses acides aminés. Voilà. Or, le lait, le nouvel algorithme va le déclasser, puisqu'il est passé dans la catégorie des aliments aux boissons, en catégorie B pour le demi-écrémé et C pour le lait entier. C'est-à-dire qu'on nous compare aujourd'hui à des aliments vides de sens, et je ne vise personne, hein, en nous classant contre des sodas édulcorés qui auraient une bonne note et bien meilleure que le lait. C'est une question que je pose. Vous l'avez fait pour l'huile d'olive, que vous avez reclassifiée en B. Pourquoi ne le faites-vous pas en prenant en compte les nutriments positifs dans les aliments? Et enfin, la dernière chose, et comme ça j'aurai fini, c'est de dire, nous avons une suggestion, hein, nous avons créé un institut qui s'appelle Positive Food, on peut concilier plaisir et santé. Il y a un comité scientifique de haut niveau, j'espère que vous le considérez, même si Madame Darmon, que nous avons soutenu avec Carrefour pour un système alternatif à Nutri-Score, en fait partie. Ce sont tous des nutritionnistes, je pense, qualifiés, et nous ne sommes pas contre le Nutri-Score, mais nous suggérons aux gens des façons de bien manger en disant, on va passer de l'aliment, pardon, là je ne vois plus au-dessus de la tête. C'est ici sinon. Si. C'est là, voilà, allier plaisir et santé. On va montrer des exemples, tout simplement, nous préconisons. Ce n'est pas être, allez-y, on va montrer, là c'est le comité scientifique, on va montrer un exemple de comment bien manger en utilisant le Nutri-Score autrement. Si vous prenez tous ces aliments, hein, vous voyez, le premier, c'est de l'andouille, dont on a parlé de vire tout à l'heure. L'andouille, si vous la prenez toute seule, elle est D. Nous, ce qu'on recommande, c'est de la manger sous forme d'une assiette avec galette de sarrasin, l'andouille au ruban de légumes, sauce moutarde, c'est délicieux. Et surtout, si vous Nutri-Scorez cette assiette, c'est B. Même exemple avec notre saucisse, hein, et on a la saucisse de Morteau qui fait partie du terroir français. Si vous la prenez toute seule, la saucisse, elle est D. Si vous la prenez avec des lentilles au piment corail, au piment d'Espelette et échalote, elle passe en A. Si vous prenez ce jambon, hein, qui tout seul va faire un mauvais score, eh bien, dans ces coquillettes au jambon, petits légumes, etc., ce qui est une façon en plus pour nous d'inciter les gens à manger des légumes, ce que le PNNS recommande. Un autre exemple, et puis j'aurai fini, voilà. Oui. Il faut que je parle quand même une seconde de fromage. Conclure, parce que sinon c'est pas très équitable. Non, d'accord. C'est juste des exemples avec le fromage, excusez-moi, ça me fait vivre. Donc, je montre les pâtes au potimarron sauce au fromage bleu. Alors les fromages, professeur, vous les avez tous classés DE. Hein. Donc, en les mangeant comme ça, vous voyez qu'on peut faire des recettes absolument délicieuses, que je vous conseille tous, avec des légumes, pour faire du A. On a compris. Et le dernier point, c'est que si j'étais un industriel de plats cuisinés, je serais scoré comme ça. Et en ne vendant que le fromage, je suis scoré DE. Et je trouve ça relativement améliorable. Voilà.